La chronique juridique. Une présentation de Nathalie Dubé, notaire, maintenant au 14 chemin des Poiriers à Montmagny. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique juridique en compagnie de Maître Gabriel Sanson. Bonjour. Bonjour. On l'avait mentionné lors de la dernière chronique que Maître Gabriel Sanson alternerait pour les chroniques. Donc, une semaine, ça va être avec Maître Gabriel Sanson, l'autre semaine avec Maître Nathalie Dubé, parce qu'on va parler des droits de la personne avec vous. Oui. Et on va parler plus du droit corporatif avec Maître Dubé. Exact. Alors, je vous souhaite la bienvenue. Merci. Là, vous êtes toute seule. Là. Oui. Alors, Une première. Oui. Alors, aujourd'hui, on parle, parce qu'on est dans les droits de la personne, mourir sans testament. On l'a dit précédemment, on ne le dira jamais assez, l'importance d'un testament. Oui. Et moi, j'aimerais ça qu'on rappelle aux gens, qu'est-ce que ça fait quand on n'a pas de testament? C'est quoi les causes? C'est quoi le... Oui, parce que dans le fond, c'est un petit peu le but aujourd'hui. Là, comme vous dites, on en parle souvent, on le répète beaucoup, mais on le répète pas assez encore, l'importance de tout ça. Il y a encore une grande proportion de la population qui n'a pas de testament. En fait, il y a près de 50 des adultes québécois qui n'ont pas de testament présentement. Oui. Dans le fond, on va essayer de briser certains mythes. Là. Il y a quand même certaines croyances que les gens ont qui font qu'il y en a plusieurs, en fait, qui ne se posent même pas la question à savoir s'ils ont besoin d'un testament. Au final, du 50 restant, la majorité devrait aussi avoir un testament, si ce n'est pas tout le monde. Donc, c'est ça, en fait, qu'on va discuter de l'importance. C'est sûr que... des fois, on entend aussi quand les gens sont mariés qui viennent dire « Bien, moi, je suis mariée, je suis correct, j'ai pas besoin de testament. » Au dernier suivant les biens, on l'a tellement Oui, exact. Entendu, là, ce que j'allais... On en a de moins en moins aussi, mais effectivement, les gens ont beaucoup ça en tête parce qu'effectivement, avec les contrats de mariage, on est capable de venir pallier à une certaine portion de ce qu'on met dans un testament. Donc, justement, avec la mention au dernier survivant des biens qui nous permet de léguer les biens au conjoint. Encore là, ça ne permet pas de prévoir tout ce qu'on a dans un testament, mais c'est au moins déjà un bon départ, là, les gens qui ont ça. Par contre, c'est sûr que quand on est marié, si on n'a pas fait de contrat de mariage, encore là, on a certains problèmes qu'on doit penser. Si on n'a pas de contrat de mariage, il n'y a pas de testament, au dernier suivant les biens, ça s'applique pas sûr que ça va suivre. C'est ça. Les gens pensent justement parce qu'on est marié, tout va aller à mon conjoint. Si je suis mariée, que j'ai des enfants et que mon conjoint décède, oui, je vais avoir une portion de la succession automatiquement, mais je vais avoir seulement un tiers de la succession de mon conjoint. Comme conjoint-conjointe, là. Exact, marié. Donc, ou unis civilement, dans le fond. C'est mes enfants qui vont avoir le 2 tiers de la succession, donc ce qui peut causer certains problèmes. Et on va penser que si on n'a pas d'enfant, qu'on est marié, que c'est le conjoint qui va tout recevoir, mais encore là, c'est pas une bonne pensée, dans le fond, c'est faux. Si jamais on n'a pas d'enfant, mais le conjoint, oui, il va recevoir 2 tiers de la succession, mais c'est les parents du conjoint décédé qui vont recevoir l'autre tiers de la succession. Okay. Donc, le conjoint va partager la succession avec ses beaux-parents. OK. Et eux auraient un tiers. Un tiers de la succession. OK, 2 tiers au conjoint. Exact. Alors, on imagine, là, c'est le père et la mère, mais si le père et la mère sont décédés, là, on s'en va dans les beaux-frères et belles-sœurs. Exactement. Vous avez tout compris, le principe. Les neveux et nièces, par contre, quand on est marié... Alors, entrer dans la danse. Là. Les neveux et nièces n'entreront pas. Si on est marié, ça va s'arrêter à un moment donné. Mais pour que le conjoint hérite en totalité, c'est qu'on n'a pas d'enfants, nos parents sont plus là et on n'a pas ou on n'a plus de frères et sœurs. Là, à ce moment-là, notre conjoint va hériter de 100 % de notre succession. Mais on est rendu loin. Exact. Donc... ça fait partie des choses, justement, des mythes là, on pense que par le mariage, on est protégé automatiquement, mais c'est pas le cas. C'est pas nécessairement le cas. OK. Maintenant, on dit souvent que ça fait plusieurs années qu'on est conjoint de fait. Notre conjoint hérite de nos biens. Conjoint de fait. Oui. Pas marié.
Non, effectivement. Et ça, il y en a de plus en plus, là. Oui, il y a de C'est moins le en mariage moins. de moins en moins à la mode, Effectivement, il y a de moins en moins de mariages. Et les gens, souvent, probablement que ça part un petit peu des notions fiscales aussi, parce qu'au niveau fiscal, quand ça fait 1 an qu'on réside ensemble ou si on a un enfant, on est conjoint de fait. Il y a une reconnaissance du conjoint au niveau fiscal. Mais au niveau légal, le conjoint de fait est jamais reconnu. Donc, il y a effectivement cette croyance-là que les gens disent, mais moi, ça fait plusieurs années qu'on est conjoints ensemble, on a des enfants, donc je suis protégée, je vais hériter de mon conjoint en cas de décès. Il faut savoir, dans le fond, que le conjoint de fait, dans aucun cas, il pourra hériter si jamais le conjoint décède sans testament. Donc, tantôt, on parlait des conjoints mariés, il y a certaines alternatives. Est-ce que les parents sont encore là? Est-ce qu'il y a des frères et des sœurs? Là, quand vous parliez des neveux et nièces, avec le conjoint de fait, les neveux et nièces, les petits-neveux, petites-nièces vont pouvoir hériter, eux, mais pas le conjoint de fait. Donc, c'est à prendre en considération. Si jamais on a des enfants avec quelqu'un, on est conjoint de fait, mais c'est les enfants qui vont hériter. Donc, c'est souvent une problématique que les gens vont se retrouver avec des enfants. Un des deux parents décède, il n'y a pas de testament, les enfants sont mineurs. Donc, le parent qui est survivant, finalement, il se retrouve qu'il n'hérite pas de son conjoint. Donc, bien souvent, il y a une maison qui va être impliquée. Le conjoint survivant va habiter dans la maison qui appartient désormais à ses enfants, ce qui fait qu'on a plusieurs procédures à faire. Le conjoint va devoir racheter la maison à ses enfants. La cour va être impliquée. Ça implique beaucoup de problématiques. On parle souvent, les gens s'attendent à beaucoup de frais pour le testament. Ça vaut la peine de s'informer et selon la situation aussi, tout ce que ça peut engendrer en termes de frais, de délais, de problématiques si on n'a pas fait le testament, c'est bien pire que le coût du testament en tant que tel. Mais là, on est 2 conjoints de fait. Oui. Est-ce que chacun doit faire un testament? Oui. Ça ne peut pas être un testament conjoint, c'est vraiment un testament... Un testament par personne. Le seul endroit où, encore là, on peut faire des dispositions testamentaires conjointement, c'est dans le contrat de mariage. Sinon, en fait, c'est que si on est conjoint de fait, on décide on va rencontrer le notaire pour faire notre testament ensemble. On fait chacun notre testament. Mais le testament, c'est vraiment les volontés propres à chacun. Donc, si le testament était fait conjointement, puis que moi, finalement, je décide qu'il y a certains legs, certaines choses que je veux faire, mais que je ne veux pas que mon conjoint soit nécessairement au courant, si le testament était fait conjointement, on aurait un problème. Donc, souvent, les conjoints vont venir ensemble pour faire leur testament, mais c'est vraiment les volontés de chacun. Ça ne veut pas dire au final que parce qu'on est conjoint, qu'on a exactement les mêmes dispositions dans notre testament, la même nomination de personnes, les mêmes legs qu'on va faire. Donc, c'est vraiment propre à chacun. OK. Admettons. Oui. On a 2 conjoints de fait, on a fait 2 testaments. Oui. Des conjoints de fait décident de se marier. Oui. Est-ce qu'il faut refaire le testament? Tout dépendant de la situation. situation. Les 2 testaments qui ont été faits sont encore valides? Dans le fond, la façon que ça fonctionne au décès, c'est toujours le dernier testament qui a été fait qui va s'appliquer. On n'a pas besoin de le refaire on n'est pas, sauf si notre mariage. situation a changé. Mais si on fait notre testament, l'année suivante, on se marie, puis que ce qu'on avait dans notre testament, c'est encore la même chose, notre état civil va changer. On va avoir un régime matrimonial maintenant qui va être applicable. Donc, il y a des règles du régime matrimonial qui vont s'appliquer au décès. Mais en tant que tel, dans le testament, si les dispositions qu'on avait nous conviennent encore, on n'a pas besoin de refaire un testament. Est-ce qu'il faut faire un contrat de mariage? Tout dépendant encore de la situation, parce que le contrat de mariage permet de choisir notre régime matrimonial. Souvent, ça va être bien de faire un contrat de mariage parce qu'on vient décider d'être sous le régime de la séparation de biens. Ce qui arrive, c'est que si on ne fait pas de contrat de mariage, c'est un régime automatique qu'on appelle la société d'acquêt. Donc, les gens vont être mariés sous le régime de la société d'acquêt. Mais ça, c'est vraiment au niveau du régime matrimonial qu'il va y avoir des différences qui vont pouvoir avoir un impact au moment du décès. OK. Que se passe-t-il pour les enfants et conjoints lorsqu'un testament n'a pas été fait? J'en ai parlé. C'est toute une question. C'est ça. J'en ai parlé brièvement tantôt, mais justement, si on a un conjoint, l'exemple classique, là, on a notre conjoint de fait, on a des enfants, on n'a pas fait de testament. Moi, par exemple, je réside avec mon conjoint de fait, mais je ne suis pas propriétaire de la maison.
Au décès de mon conjoint, les enfants héritent de la totalité de la succession. Donc, maintenant, je suis locataire de la maison de mes enfants. Ce qui, premièrement, amène beaucoup de surprises. Souvent, dans notre patrimoine, on compte ce que notre conjoint a aussi. Il y a de fortes chances que notre conjoint voudrait que la maison nous revienne à nous plutôt qu'aux enfants qui peuvent avoir 1 an et 3 ans. Donc, ce n'est pas nécessairement l'idéal. On va devoir faire des procédures, on va devoir racheter la maison à nos enfants. Et encore là, on ne pourra pas dire, bien, c'est mes enfants, c'est moi qui les élève. De toute façon, je vais acheter la maison à un prix d'amis. Il faut vraiment démontrer la valeur de la maison, payer le montant de la valeur de la maison. Donc, moi, comme conjoint survivant, c'est pas dit que je vais être capable d'absorber tous ces coûts-là. On peut avoir à vendre la maison. Les enfants vont devoir être sous un régime avec un conseil de tutelle, donc des gens qui vont être nommés pour surveiller la gestion que je vais faire de leurs biens. Donc, ça implique beaucoup de gens aussi dans la procédure et ça peut emmener à des années de règlement de succession aussi au final parce que c'est une succession, excusez-moi, qui devient très complexe. Il faut penser que de faire un testament, les gens le voient pas comme c'est pas un bien tangible, le testament. On parle de... C'est un papier. Hein, oui, puis on parle de l'hypothèse de quand on va décéder, je voudrais qu'il arrive telle chose, mais c'est pas quelque chose qui se passe présentement. Donc, c'est ce que souvent les gens voient pas, mais il faut penser que de faire un testament, c'est de faire un cadeau à nos proches. C'est de prévoir pour quand on sera plus là, comment les choses vont se passer, comment nos biens vont être légués, qui va s'occuper de notre succession, qui va s'occuper de nos enfants. C'est toutes des choses, puis sans s'en rendre compte, c'est un immense cadeau qu'on fait à nos proches. Il y a M. Pierre-Yves McSween qui a dit dernièrement, là, c'est un monsieur qui commence à être bien connu aussi, les gens, dans le fond, disent qu'ils n'ont pas de sous pour faire un testament. Par contre, quand on regarde, les gens de plus en plus ont des voitures de l'année, ils ont des biens qui ont des grosses valeurs, les gens voyagent à tous les ans, font des voyages familiaux. Il faut prendre en considération que c'est simplement de prévoir dans notre budget que dans l'année qui vient, on veut faire notre testament aussi. Il faut le voir comme le voyage qu'on offre à nos enfants, c'est un cadeau qu'on leur offre présentement. Le testament, c'est un cadeau qu'on leur offre pour plus tard. Donc, c'est comme ça qu'il faut le voir, même si ce n'est pas un bien qu'on a tout de suite entre nos mains. Ça a une très grande valeur au final. Et quand on pense justement à ce que ça peut apporter d'avoir un testament et aux conséquences de ne pas en avoir un, qu'est-ce qui fait 50 % de la population québécoise qui n'a pas de testament? Qu'est-ce qui fait que les gens hésitent à le faire? Souvent... on a peur de la lourdeur du document? Ou... Il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir puis que ça les stresse de venir. Ils se disent qu'il y en a beaucoup que pour eux, c'est comme si... ils allaient décéder en faisant leur testament. On dit toujours aux gens, faire un testament, ça ne fait pas mourir, ça permet juste de prévoir le futur quand on ne sera pas là. Il y en a beaucoup aussi qui ont la pensée de se dire, bien, je suis encore très jeune, j'ai le temps de le faire, ça n'arrivera pas. Souvent, on a l'impression que ça va arriver aux autres et que ça ne nous arrivera pas. Mais c'est sûr que moi, en sortant dîner ce midi, je ne sais pas qu'est-ce qui peut m'arriver. Je ne sais pas si je peux avoir un accident. Puis le fait d'être jeune, ça n'empêche pas d'avoir des biens à gérer. Ça n'empêche pas d'avoir des enfants aussi qui ont besoin qu'on prépare pour eux l'avenir si jamais on n'est plus là. Donc, c'est beaucoup de pensées que les gens ont, qui se disent on reporte à plus tard, là. On a le temps de le faire, mais des fois, dans le fond, c'est mieux de le faire tout de suite. Quand il est fait, on sait que tout est en ordre, tout est correct, on n'a plus besoin d'y penser, puis on sait qu'il n'y aura pas de problème s'il nous arrive quelque chose. Mais on n'a pas conscience de tous les problèmes que ça va engendrer à nos proches, à nos familles, nos amis. Exact. C'est beaucoup de problèmes, c'est beaucoup de frais, de délais. Donc, c'est toute cette situation-là qu'il faut avoir en tête quand on se dit est-ce que je devrais ou non faire mon testament. Il faut vraiment penser
à nos proches pour le Les après. assurances-vie, les actifs, la maison, Oui. il y a tellement de choses Oui. qui sont impliquées. Oui. Les funérailles, c'est Oui. parce qu'on peut également inclure dans un testament Exact. la façon qu'on veut disposer de notre corps, parce Oui. que c'est nous autres qui décident. Oui, puis c'est souvent un sujet encore là qu'on ne veut pas nécessairement aborder avec C'est nos pas proches. facile non plus. Le Parce que sou- quand on va vous voir pour faire un testament, c'est pas les plus beaux moments de la Non, journée. c'est ça. là. On a beaucoup de questions qui nous Et qui vous rendent allez les gens... nous poser des questions, Oui, justement. on vous enligne, on vous aide à voir à quoi on doit réfléchir. Puis exactement, pour les funérailles, c'est sûr que le souper du samedi soir, c'est pas nécessairement le moment où on se sent d'attaque pour parler de funérailles. Souvent, les gens peuvent faire des préarrangements funéraires. S'il y en a les préarrangements ne sont pas faits ou il y a certaines choses qui n'ont pas prévues dans leur préarrangement, le testament va souvent être un des seuls endroits où on a des notes de qu'est-ce qu'on voudrait pour nos funérailles. Ça permet encore là de dire aux proches qu'est-ce qu'on aurait voulu. C'est un casse-tête de moins qu'on laisse aux proches parce que c'est beaucoup de questions, beaucoup de décisions à prendre quand la personne décède et que là, tout de suite, on doit décider de comment on fait les funérailles. Est-ce que la personne voulait être incinérée ou non? Est-ce qu'elle voulait un service religieux, cérémonie de la parole? C'est toutes des choses qu'on peut prévoir aussi à l'avance. Notre chronique est terminée, mais je vais juste ouvrir une parenthèse. Si on a des arrangements funéraires, Oui. il faut qu'ils soient écrits à quelque part. Oui, Il arrive quoi dans ce temps-là? Vous voulez À dire... partir du moment où les arrangements funéraires sont faits, mais on n'a pas de testament? Dans le fond, c'est que les arrangements vont pouvoir se prévoir, mais encore là, il faut que la famille fasse la vérification parce que c'est sûr que si on va voir une résidence funéraire, mais que la personne qui est décédée, elle faisait affaire avec l'autre résidence funéraire, c'est sûr qu'on ne saura peut-être pas tout de suite que les préarrangements ont été faits. J'aurais tellement de questions à vous poser, mais c'est terminé. On pourra se revoir une autre fois. On poursuivra l'autre chronique. Merci beaucoup, c'est très Merci intéressant. C'est toujours très intéressant, ces chroniques. Moi, j'apprends beaucoup. Avec Maître Gabriel Sanson de Mallette Services Juridiques, Maître Nathalie Dubé également, qui sera avec nous dans 2 semaines parce qu'on va alterner les chroniques avec Maître Sanson et Maître Dubé. Voilà, ça complète 248-57-77, s'il vous plaît. N'hésitez pas à contacter ces gens-là pour vous assurer que vous êtes en sécurité. Merci beaucoup. Merci. On se retrouve dans un mois. Oui. OK? Merci. Voilà, ça complète.